Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, fin de parcours pour la course automobile NASCAR. La ville de Tours ne figure pas dans le calendrier 2017. Les Verts crient victoire. Inauguration ce matin des salles du CCCOD, le centre de création d'art contemporain Olivier Debré. En attendant l'ouverture officielle du site en mars prochain. Et puis que faire face aux animaux sauvages qui causent chaque année de nombreux accidents sur les routes du département? Vinci Autoroute semble avoir trouvé la solution, à suivre dans ce journal. 1 million d'euros, c'est la somme que Tours Plus avait déboursée pour la construction de 2 virages sur le circuit NASCAR de Tours. Une somme pharaonique qui avait suscité la polémique lors des dernières municipales en 2014. Et un débat qui prend aujourd'hui un nouveau tournant car la course automobile n'aura semble-t-il pas lieu l'an prochain. Tours ne figurant pas dans les villes pour le calendrier 2017 de la compétition européenne. Bastien Mathieu. Et si le NASCAR de cet été était le dernier disputé au parc des Expos de Tours, la question se pose depuis que le calendrier du NASCAR Wellen Euroseries est sorti hier. Au programme pour 2017, 6 étapes dont 2 nouvelles à Hockenheim en Allemagne et à Franciacorta en Italie, mais pas à Tours. L'organisateur avoue que la précédente édition a déçu en termes de spectacle et d'affluence. Il souhaite donc revenir à la formule initiale en organisant cette course en même temps que l'American Tour Festival, alors que les 2 événements étaient distincts cette année. On ne veut pas faire les choses à moitié et que les spectateurs soient déçus. On veut revenir à ce qui a marché et c'était trop tard pour 2017. La programmation de l'American Tour Festival était déjà bouclée. Il n'y aura donc pas de NASCAR à Tours en 2017, mais il pourrait très bien refaire son apparition dès l'année suivante. Pas du goût d'Europe Écologie Les Verts qui dénonce un événement qui coûte trop cher selon eux. Il est vraiment temps que tout ça s'arrête. J'entends parler du fait que les courses seraient reprogrammées au milieu du week-end américain, de l'American Festival à partir de 2018, mais c'est vraiment une très mauvaise idée, c'est cacher la misère. C'est une manifestation qui ne fonctionne pas. Maintenant, c'est démontré, il faut arrêter le massacre et puis surtout renégocier ce contrat qui nous lie jusqu'en 2019 avec les organisateurs et faire en sorte qu'on s'en arrête là, quoi. Le fait que Tours ne soit pas retenu dans le calendrier NASCAR fait grincer quelques dents. En 2014, la construction du 2e virage était l'un des enjeux des élections municipales. 480 000 € avaient été dépensés pour ce virage. L'élection présidentielle se fera finalement sans lui. Prenant tout le monde de court, François Hollande a annoncé hier soir qu'il renonçait donc à être candidat à sa propre succession. Une première dans l'histoire de la Ve République. François Hollande, conscient de son impopularité, mais surtout de son incapacité à rassembler la gauche, a préféré se retirer de l'échiquier politique, laissant le champ libre à Manuel Valls. Dans les rangs du PS Tourangeau, on salue cette décision. Romain Delville. Pour les dirigeants socialistes de la région, l'annonce par François Hollande de son retrait de la prochaine élection présidentielle, c'est une page qui est vite tournée. La nouveauté pour le parti, c'est qu'il y a un candidat en moins à la primaire et les cartes sont rebattues. J'appelle tout le monde à rentrer dans cette primaire citoyenne, cette primaire de toute la gauche, de Macron à Mélenchon. Je sais que c'est pas engagé comme ça pour le moment, mais je crois que c'était aussi ça le sens de cette déclaration d'hier. Jean-Patrick Gilles soutient la candidature même de Pierre Larouturou, le fondateur de Nouvelle Donne, qui doit encore être approuvé par le comité d'organisation de la primaire à gauche. François Bonneau ne se prononce pour personne pour l'instant et prône surtout le rassemblement. La femme ou l'homme qui va incarner ce rassemblement dans un moment très particulier, on le sait, qui est celui de grande tension sur le plan international, qui est celui d'interrogation sur les valeurs fondamentales de notre société. Je suis pour un candidat du rassemblement sur un projet clair. Je crois qu'aujourd'hui c'est possible. François Hollande, sa candidature aurait été placée dans le débat des primaires d'une manière toute particulière. Laurent Baumel est soutien des premiers jours du retour d'Arnaud Montebourg. Le député d'Indre-et-Loire considère depuis longtemps que François Hollande n'a pas respecté son programme de 2011-2012. Et à l'heure du bilan, qui peut l'assumer hormis le Premier ministre? On imagine que Manuel Valls va se présenter comme étant un peu le remplaçant naturel pour défendre le bilan de ce quinquennat. En face, il y aura notamment Arnaud Montebourg que je soutiens. Et ce sera une confrontation intéressante entre 2 visions de la gauche de gouvernement. Marie-France Beaufils, de son côté, soutient comme communiste la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Selon elle, la décision de François Hollande préserve les intérêts du Parti socialiste. Le fait qu'il n'ait pas mis en œuvre ce pourquoi un certain nombre d'électeurs l'avaient élu risquait quand même de peser lourdement dans la balance. Donc je pense qu'il a fait un choix de responsabilité.
Décision historique pour un président sous la Ve République, la non-candidature de François Hollande n'est pas considérée par les socialistes comme un handicap, bien au contraire. Il n'est pas encore inauguré qu'il fait déjà parler de lui, le Centre de création contemporaine Olivier Debré. Ce matin, le CCCOD a inauguré ses salles d'exposition en avant-première, en attendant l'ouverture officielle du centre en mars prochain. Jusqu'à fin décembre, 5 après-midi seront réservés au public qui pourra ainsi prendre possession des lieux et découvrir quelques animations comme par exemple l'atelier de restauration d'œuvres. Amanda Bruer-Rivera. Observer en avant-première les toiles géantes d'Olivier Debré en cours de restauration, c'est l'une des indiscrétions proposées en décembre au public. Durant 5 après-midi, les visiteurs pourront échanger et observer le travail du restaurateur. Olivier Debré peignait très en jus, très dans le liquide, c'était très dilué. Donc on a une peinture qui a très peu de liant. Donc on a presque du pastel. La texture du pastel, si on passe le doigt, on a la peinture sur le doigt. Donc le moindre frottement, en fait, use la peinture. Il faut que le public, petit à petit, prenne connaissance et s'approprie bien sûr ce centre avec ses différents espaces. Alors celui où nous sommes ici est très particulier puisque c'est ce qu'on appelle l'atelier en quelque sorte, qui est en fait un énorme espace qui permet la restauration de ces grands tableaux, dont l'un d'entre eux est derrière moi aujourd'hui, et qui à la fois montre cette peinture, mais aussi permettra de voir comment se font les travaux de la peinture, et en particulier d'aussi grand format que ceux de ceux-ci. Cette animation ainsi que cette exposition sur la parole des artistes sont une première mise en bouche. Après les fêtes de fin d'année, les salles du Centre de création contemporaine Olivier Debré seront à nouveau closes jusqu'à son inauguration officielle. Cependant, une remise de clés symbolique a été organisée entre élus et gestionnaires pour fêter ce premier pas. Ce projet, financé par l'Union européenne, l'État, la région, le département, l'agglomération et la ville de Tours, à la hauteur de 15 millions d'euros, alimente de grands espoirs. Si Tours veut exister, naturellement, Tours doit développer son économie. Naturellement, Tours doit faire venir des entreprises. Mais Tours existera aussi par sa culture, par son rayonnement. L'objectif est d'atteindre les 100 000 visiteurs dès sa première année d'ouverture. L'inauguration officielle de cette vitrine à l'ambition internationale est programmée le 9 mars prochain. Et on reste dans la culture avec ce nouveau rebondissement dans le dossier de la donation Kligman. Un avocat américain de New York, collectionneur d'œuvres d'art françaises, a confié à la Tribune de l'Art vouloir faire une donation au Musée des Beaux-Arts de Tours, mais à une seule condition, que l'aile prévue pour recevoir la collection Kligman ne se fasse pas dans le jardin du musée. Le petit trésor de Michel Cantor, cet avocat francophile et francophone, compterait 350 pièces, des meubles, des tableaux, mais également des pièces d'orfèvrerie. Affaire à suivre donc. 30e édition du Téléthon ce week-end. Près de 200 animations prévues dans tout le département, avec un village référent à Descartes, dans le sud de la Touraine. L'an dernier, la mobilisation avait permis de récolter plus de 750 000 €. Des dons qui permettent de lutter contre les myopathies, comme l'amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire et dégénérative, dont souffre par exemple Kira, une jeune chambrésienne qui a accepté de nous en parler. Portrait signé Clémence Drouet. Ça fait du bien du soleil en vrai. À 24 ans, Kira est une jeune fille comme les autres, à peu de choses près. Depuis la naissance, elle est atteinte d'une myopathie, une maladie qui touche tous les muscles de son corps et réduit ses capacités motrices à 20%. Un syndrome génétique et héréditaire qui touche aussi son frère aîné. Avec le temps, elle a apprivoisé sa maladie et pris beaucoup de recul. Pendant toute ma scolarité, par exemple, les gens avaient peur de venir vers moi. Donc c'était souvent moi qui faisais le premier pas. J'ai la chance d'avoir une personnalité assez forte, donc je vais vers les gens, j'ai pas peur d'aller vers les gens. Et du coup, ça les détend et ils se disent, en fait, t'es comme tout le monde. Prendre le bus ou aller acheter une baguette, des gestes du quotidien qu'elle ne peut pas effectuer seule. Son premier obstacle, c'est la porte de son immeuble, toujours pas automatisée. Kira rêve pourtant d'indépendance et d'un mi-temps dans l'administration, mais dans sa situation, trouver un emploi relève de l'impossible. Trouver du travail, c'est clairement impossible, presque à Tours. Là, je dois presque aller à 300 km de chez moi pour pouvoir retrouver un travail. J'ai fait toutes les démarches possibles, inimaginables, sachant que j'ai un bac+3. Sa maladie, elle en rit, mais comprend aussi qu'elle puisse faire fuir. Contrairement à l'homosexualité, la religion ou la politique, pour elle, le handicap reste un tabou en France. Chaque jour, elle se maquille, se coiffe et peaufine son look, et ce n'est sûrement pas le regard des autres qui va changer ça.
Les sangliers, bêtes noires des automobilistes. En Loir-et-Cher, la semaine dernière, c'était toute une famille de ces animaux sauvages qui avaient traversé l'A10 et provoqué un accident sur l'autoroute. Une voiture avec 2 personnes à son bord les avait percutés de plein fouet. Alors que faire face à cette situation de plus en plus fréquente ? Vinci Autoroute a inauguré ce matin un pont, un passage à grande faune, pour permettre justement à ces animaux de passer au-dessus de l'A10 plutôt que de la traverser. Reportage à Sorigny de Sébastien Branger. Voici le type de grillage qui empêcherait les animaux de s'introduire sur les autoroutes. Seulement durant le mois de novembre, 4 accidents significatifs impliquant des sangliers ont été constatés entre l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Il y a bien des ouvrages importants qui sont réalisés pour permettre le franchissement des animaux, comme ici à hauteur du péage de Sorigny. Mais la faune sauvage n'empruntera pas nécessairement ces passages, d'où la nécessité d'accroître la surveillance des clôtures. Écoutez, dès qu'il y a une intrusion d'un animal sauvage sur l'autoroute, nous menons une enquête par rapport à ce qui se passe à proximité. Nous faisons une vérification des clôtures et nous réparons évidemment les clôtures. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la discussion avec l'ensemble des parties prenantes autour de l'autoroute pour voir un peu quel est le comportement des animaux et de travailler avec eux pour essayer de minimiser effectivement l'intrusion d'animaux sauvages sur les autoroutes. En Indre-et-Loire, entre 2002 et 2006, la population de sangliers s'est accrue de 30%. Une augmentation significative qui place les chasseurs en tête de pont de la surveillance des abords des autoroutes. Vinci ne s'y est pas trompé puisque les chasseurs sont aujourd'hui de véritables adjoints en charge de prévenir les risques d'intrusion. Les meilleurs vigies, une fois encore, pour défendre ces infrastructures, ce sont les chasseurs. Puisque nous, chasseurs, nous suivons, nous marchons le long de ces clôtures, nous regardons, nos chiens s'y enfilent, donc on peut identifier. Et l'objet là, c'est de faire en sorte que, à chaque fois qu'on trouve un trou, on va mettre des rubalises, on va les marquer de rubalises, et on est après mettre, en partenariat avec le FLIRUT, un numéro que la fédération possédera pour qu'il puisse réagir le plus vite possible. L'ouvrage du Babri sera opérationnel d'ici quelques semaines. En attendant, la faune devra patienter un peu avant de traverser l'autoroute. Et puis en sport, Marie-Amélie Le Fur, de nouveau à l'honneur. C'était hier à l'Elysée. La triple championne paralympique de Rio s'est vue remettre une nouvelle médaille, cette fois par le président de la République. L'athlète blésoise a été élevée au grade d'officier de la Légion d'honneur, avec 92 autres sportifs français médaillés au JO. Il est déjà au centre de tous les regards. Dans quelques mois maintenant, le CCCOD ouvrira ses portes en grande pompe. 4500 mètres carrés dédiés à la seule création d'art contemporain. Dans un instant, Alain Julien Laferrière, son directeur, viendra nous parler de ce lieu unique. A tout de suite.